Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Hervé Emonil, directeur de l'Agence des 50 pas de Martinique. Bonjour M. Emonil, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour aux éditeurs et bonjour. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous faire une petite présentation de l'Agence des 50 pas, éventuellement, pour ensuite on va développer un sujet qui concerne la commune du Prêcheur. Oui, et l'Agence des 50 pas a été créée en 1996 pour pouvoir mener essentiellement une mission de régularisation des occupants sans titre de la zone des 50 pas géométriques. C'est ce qu'on appelle aussi les 50 pas du roi. Exactement, j'aime pas ce terme. Ah oui, je comprends. Bien, alors c'était notre première mission et puis à mesure que nous l'avons exercée, on a fait le constat que cette zone des littorales était premièrement exposée à des risques naturels qui pouvaient menacer les vies humaines, et deuxièmement que c'était une zone qui était en retard de développement. Je n'aime pas non plus le terme sous-développement, mais il y a des quartiers entiers qui sont mal équipés, pas de réseau, pas de route, pas de voirie. Donc, et l'Agence des 50 pas, c'est son deuxième volet d'activité, intervient en tant qu'aménageur de cette zone des 50 pas géométriques. Est-ce qu'on peut penser que justement toutes les communes sont créées depuis longtemps proches de la mer? C'est peut-être parce qu'il n'y avait pas de moyens de communication à l'époque et les gens, c'était une communication par voie maritime, et c'est peut-être pour ça que presque toutes les communes ce sont des communes du littoral. Ah ben oui, il est évident que l'histoire fait que les ressources pour vivre, boire et manger, les échanges commerciaux faisaient que les occupants avaient plutôt tendance à s'investir sur le littoral pour pouvoir survivre, entre guillemets. Et puis en plus, sur les 50 pas géométriques, notre histoire a fait que cette bande de terre appartenant à l'État a été le lieu de refuge de nos ancêtres au cours des diverses libérations de l'esclavage, fermeture des usines où les personnes à faible revenu sont allées prendre de la terre là où ils pouvaient pour pouvoir subsister et nourrir leur famille. Oui, alors on va revenir au présent, hein. Là, vous êtes aux côtés de la commune du Prêcheur. Vous avez un projet que vous mettez en place aux côtés de la ville de la commune du Prêcheur. Est-ce que vous pouvez nous en parler? La genèse du projet, c'est la recomposition urbaine du Prêcheur, c'est ça? Oui, il s'agit effectivement de recomposition. Pourquoi? Parce que à la lumière des événements qui sont produits il y a 2-3 ans au Prêcheur et des lards qui sont venus, qui en sont venus à affecter les populations du littoral et rives de la rivière du Prêcheur, pour les pouvoirs publics se sont dit il y a eu un focus sur cette zone littorale ou sur le bourg du Prêcheur, et alors, ça a ouvert les yeux à un certain nombre de personnes pour dire mais on ne peut pas laisser des gens exposés à des risques sans rien faire. Et depuis, s'est mis en route un processus en plusieurs étapes mais un processus participatif auquel a adhéré la population essentiellement du bourg et celle qui était exposée à ces risques de l'art. Un processus qui voulait penser le prêcheur du demain. Comment faire face à ces risques littoraux, comment faire en sorte que les populations puissent continuer à vivre au Prêcheur, en étant en sécurité. Et globalement, le titre de cette opération générale, si on le résume, ça s'appelle « À la conquête des mornes ». D'accord, donc on va entrer dans les terres. À la conquête des mornes, tout en restant attaché à son littoral. D'accord, très bien. Je vois qu'on parle des axes, on parle d'une école refuge. Parce que si un tsunami, effectivement, le Prêcheur sera balayé, je ne le souhaite pas. Mais vu la configuration, le Prêcheur est très exposé, comme Saint-Pierre aussi. Je ne voudrais pas faire de scoop, mais en fait, depuis qu'on parle de ces risques de façon générale, on a été amené à se repencher sur la caractérisation on appelle ça dans le jargon, des aléas effectifs, c'est-à-dire la caractérisation physique des phénomènes naturels qui peuvent affecter les populations.
Et cette caractérisation nous a conduit, plus précise, nous a conduit l'État à détecter ou à savoir maintenant que le risque de tsunami, on a bien parlé du risque de tsunami, je ne parle uniquement que pour la commune du Prêcheur, ben, finalement, il est beaucoup moins important que ce que l'on... Il est beaucoup moins important que ce que l'on pensait, sachant que les tsunamis se produisent à la suite d'effondrements marins, et que dans cette façade, sur la façade maritime, au large du Prêcheur, il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas de volcan ou de phénomène connu sous-marin qui puisse provoquer cette affaire. Les risques sont plus localisés sur la faille atlantique et ce en quoi les communes atlantiques peuvent continuer à se poser des questions. Les communes sud de la Martinique peuvent encore continuer à se poser des questions du fait, je sais pas, au large de Saint-Vincent, il y a le volcan Kikendjini qui peut nous affecter, etc., et qui peut provoquer des vagues importantes. Mais bon, il vaut mieux être rassurant pour les populations du Prêcheur sur ce phénomène. Alors, ce projet, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, M. Moned? Oui, alors c'est un projet essentiellement collaboratif qui s'est produit, qui a débouché sur trois opérations. J'insiste sur la problématique de concertation et d'élaboration commune avec la population. On a fait appel à une équipe d'architectes urbanistes dans le cadre d'une mission, on appelle ça de la maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, qui ont enquêté auprès des populations et qui sont allés leur demander, premièrement, qui ont analysé leur mode de vie, leur mode d'habiter, et qui ont travaillé avec elles sur, on est confronté à ceci, à cela, à des lahares, à des inondations, à des risques cycloniques, à des risques d'éboulement de falaises, etc., ou de chute de blocs. Que fait-on? Où va-t-on? Comment se protéger? Et cette étude a débouché sur 3 propositions. La première, même si la population garde son ancrage maritime, où on pourrait développer les activités, les commerces, la relation avec la mer, bien sûr, il faut pouvoir offrir aux populations des lieux de vie plus sécurs et remonter dans les mornes. C'est un peu difficile parce qu'il ne faut pas désaffecter le bourg, il faut le reconvertir et puis organiser une transhumance matin et soir pour pouvoir aller dormir tranquille. Donc il y a eu 3 ou 4 secteurs de repli qui ont été identifiés. Finalement, on en a retenu la semaine dernière, 1. On va urbaniser, on a pour mission, l'agence a pour mission avec la commune, d'urbaniser et de développer la construction d'une 60aine de logements en hauteur de Préville au Prêcheur, pour ceux qui connaissent. Ça, c'est la première composante de l'opération. La deuxième composante de l'opération, c'est que, et ça, je pense que c'est valable pour toutes les communes, si Kouivini, demain matin, on se retrouve avec des populations sinistrées qu'il faut pouvoir reloger dans des conditions correctes. Et on n'a pas de refuge. Alors, bien entendu, on les met dans des salles des fêtes, dans des halls de sport, sur des terrains de... Mais c'est pas adapté pour ça. C'est pas adapté pour ça. Et il s'est trouvé que... alors, on a bénéficié d'une concurrence de la conjoncture. C'est que l'école du bourg du Prêcheur ne répond pas aux normes parasismiques. Donc, il fallait reconstruire l'école du Prêcheur. D'où l'idée de reconstruire une école dans un lieu sécur, là aussi vers Préville, mais quand on va investir sur un équipement de ce genre, on cherche à rentabiliser le mètre carré de béton qu'on produit, et cette école, sa destination aussi sera d'accueillir, on a calibré ça environ à 250 sinistrés. Elle sera en mesure d'accueillir 250 sinistrés sur des périodes plus ou moins larges où ils vont trouver tout ce qu'il faut. Et la population du Prêcheur, c'est combien de personnes à peu près? 1500. 1500. Oui. D'accord, donc il y a quand même
250, il reste encore d'autres personnes à, Oui, mais en fait, bon, à sauver, entre guillemets. non pas à sauver, parce que par exemple, on a fait un recensement. On a fait un recensement de toutes les constructions exposées à des risques. À des risques, à certains risques, parce qu'il y en a d'autres, il y en a plusieurs. On a compté les constructions qui étaient exposées au risque de l'art, on a parlé tout à l'heure, au risque de submersion du fait de cyclones, de mouvements de terrain et d'inondation, et celles qui étaient exposées aux houles. Bien. 234 constructions. D'accord. Bien. 234 constructions, ça ne veut pas dire 234 maisons. Oui, parce qu'il y a des familles. Non seulement ça ne veut pas dire 234 familles, c'est pas forcément 234 familles, parce qu'il y a des constructions qui sont à usage d'activité, des restaurants, des trucs comme ça, ou des activités. Ce qui fait que quand on fait tourner les chiffres, le besoin de 250 est justifié. D'accord. Donc l'idée est donc de profiter de cette école pour pouvoir... alors, on ne va pas construire simplement l'école, on va légèrement augmenter les surfaces des salles de classe, légèrement augmenter les surfaces de préau. On va prévoir des salles de réserve, des salles de stockage, etc., pour pouvoir abriter ces 250, plus des salles pour les personnes plus durement touchées en cas de problème. C'est le deuxième volet donc, du programme. Et puis le troisième volet a été de se dire comment concevoir, quitte à reconstruire des maisons, comment concevoir un habitat préchotin, martiniquais, qui soit adapté à nos modes de vie et qui ne fasse pas forcément appel aux techniques courantes, béton, ciment, enduit, bois. Et pour cela, donc, il y a le PUCA, enfin, c'est un bureau du ministère de l'Environnement, nous a accompagnés en lançant un concours d'idées auprès d'équipes d'architectes pour pouvoir concevoir, sur la base de la typologie des maisons qui avaient été effectuées par l'équipe d'architectes dont je vous ai parlé précédemment, qui faisait de la maîtrise d'œuvre urbaine et sociale. Donc, sur la base de ces études, pour pouvoir concevoir des maisons en matériaux innovants, premièrement. Deuxièmement, des constructions adaptées à nos modes de vie. Mais des matériaux innovants, ça peut être quoi, par exemple? Alors, nous avons après un avis d'appel à projet, sélectionné en commun, avec un jury comme il se doit, sélectionné 4 équipes lauréates avec des propositions qui nous ont surpris et qui nous ont enchantés. La première qui est le lauréat du concours vient d'une équipe d'architectes qui nous propose de construire avec des maisons avec les pierres du lard. C'est-à-dire, on va dans la rivière, on récupère les blocs et on construit. Alors, ils n'aiment pas quand on utilise ce terme-là. On construit des maisons avec du gabion. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Non, pas trop. Quand vous passez sur les routes, des fois, quand il y a eu des éboulements, vous voyez des paniers de roches qui sont enfermés dans du grillage métallique. Oui, c'est ça. Bien, alors l'idée de ces messieurs, et qui a déjà été réalisée en Haïti pour pouvoir construire des logements à des coûts très bas. Donc, on enferme les pierres dans ce grillage. Alors bien entendu, on laisse pas tel que, et il faudra enduire ces blocs de pierre, ces massifs de pierre avec un enduit toujours. Enfin, dans la recherche de matériaux innovants, on ne va pas projeter du ciment ou du mortier dessus, on va projeter du mortier de fibres végétales dessus pour pouvoir obtenir l'étanchéité. Ça, c'est un premier volet de cette innovation. Il y a d'autres équipes qui nous ont proposé de construire en bambou. Alors, je sais qu'on a déjà fait ça en Martinique, il y a déjà eu des idées qui ont germé, mais on va construire une maison en bambou. D'autres équipes nous ont proposé de réaliser des maisons en mahogany. Il n'y en a pas beaucoup, peut-être, mais l'idée, c'est pas tant le mahogany que d'utiliser des structures bois avec du remplissage, avec des briques de sargasse, par exemple.
D'autres équipes nous ont proposé, un mix de toutes ces techniques. Donc, ce projet, en fait, derrière ce projet, je vous ai dit, il y a trois projets, délocalisation 60 foyers, une école refuge, et puis la construction de 4 prototypes aux prêcheurs. Alors, on parle de prototypes, pourquoi? Parce que ces constructions font appel à des techniques nouvelles, et surtout à des techniques qui ne sont pas certifiées ici, qui n'ont pas obtenu l'agrément du CSTB, les grands pontes de l'autre bord de l'eau. Et il faut si on veut pouvoir exploiter, créer de nouvelles filières de construction ici, il faut pouvoir aller chercher ce qu'on appelle des ATEX, des avis techniques expérimentaux, avis techniques expérimentaux, des tests en construction, un opérateur de la construction aura des difficultés à aller le chercher tout seul, parce que ce sont des tests, ce sont des épreuves qui sont payantes. Donc, l'agence, la ville du prêcheur, a pris en charge tous les frais d'études et de mise au point de ces avis pour pouvoir les obtenir, construire les logements et, une fois obtenus, garder l'agence et la ville du prêcheur, garder les droits d'exploitation ou les licences de toutes ces ces modes de construction, de cette expertise, et puis la mettre à la disposition de tout un chacun. Donc ça s'appelle un transfert de technologie, en fait. D'accord. Alors, donc en fait, ça fait partie du coût global. Je vois le coût global, les financements, les partenaires. Donc il y a la ville du prêcheur, il y a l'agence, il y a probablement l'État, je présume aussi. Alors, on est accompagné par des crédits européens dans cette affaire, bien entendu. On est accompagné par l'État, par la ville du prêcheur. L'agence investit aussi sur ce domaine. On va chercher des financements où il se trouve. Action Logement qui s'occupe de la production de logements aidés et qui intervient avec les bailleurs sociaux, avec les 5% patronaux, entre guillemets, va nous apporter aussi des aides et des fonds. En fait, la CTM a été sollicitée très fortement aussi. Le fait que ce soit des acteurs publics qui se lancent dans ce type d'opération permet de capter des fonds et des crédits qui, si on ne les utilisait pas, sont perdus repartent en Europe. Et repartent. Alors, non, mais c'est très intéressant parce que, la commune du prêcheur va innover, mais ces techniques-là pourront être utilisées dans d'autres communes, dans d'autres habitats à la Martinique. Donc, c'est tout bénéfice pour l'ensemble de la Martinique, enfin, si je peux m'exprimer ainsi. Hein. C'est que du bénéfice pour la Martinique. J'espère, je pense qu'on va réussir. Ce qu'on cherche à faire, de la brique de sargasse, tout le monde est épouvanté par qu'est-ce qu'on fait avec les sargasses. Il y a différents. À Sainte-Lucie, je crois, ils ont commencé déjà. Voilà. Sauf que les règles en matière de construction, qu'on applique ici, ce sont des règles, hélas, ou tant mieux, européennes ou draconiennes, exactement, mais qui sont justifiées, qui sont justifiées. La problématique de la sargasse, c'est qu'elle est imbibée de produits toxiques. Il faut d'abord l'expurger de ces produits toxiques. Pour que ça ne fasse pas comme le fibrociment, par exemple, à l'époque. Exactement. Avant de la mettre dans un bâtiment, il faut composer les briques. Il faut étudier la composition des briques. C'est un mélange terre, sargasse avec un liant. Un liant, ça peut être de la chaux ou du ciment. Ensuite, les tester avec leurs propriétés constructives, d'isolation, acoustique, thermique, etc. Leur faire passer des épreuves avant de pouvoir les utiliser en bâtiment. Alors, quels sont les lauréats qui ont répondu à cet appel de projet, à projet, et qui ont été retenus? Alors, il y a 4 lauréats. Je vais vous donner les noms des équipes, ça va parler à personne. Bien sûr. Alors, il y a une équipe ce sont des équipes parisiennes avec, pour une d'entre elles, un co-traitant, un architecte local qui est Madame Léo Thuon. Alors, il y a une équipe Tecton qui développe qui développe le projet
en gabion. Ouais. Une équipe COS, c'est le nom de l'architecte qui est... c'est l'architecte qui mandataire de l'équipe. Une autre équipe qui s'appelle MEAT, M-E-A-T. Enfin bon, ce sont pas des gens. Ce sont pas des gens de chez nous. En fait. Ce sont des équipes métropolitaines. Ce sont des équipes métropolitaines qui ont été retenues parce que ce ne sont pas des équipes qui ont été retenues par la ville du Prêcheur, par les 50 pas. C'est un appel à projet, c'est européen, j'ai envie de dire. C'est un appel à projet national. National, d'accord. C'est un appel à projet national. On a eu 11 candidats, 11 équipes d'architectes et de bureaux d'études qui ont été retenues. Alors, il y a certaines qui sont effectivement composées d'acteurs locaux. On a un bureau de contrôle ici qui s'appelle ANCO, qui est tenu par Didier Déris, qui fait partie de ceux qui ont été retenus. Mais effectivement, ce sont des mandataires à l'autre bout de l'eau. Très bien. Alors, quelles sont les retombées, pour terminer, les retombées pour l'économie locale, singulièrement pour le secteur du BTP? Est-ce que vous avez évalué ces retombées? Alors, les retombées, déjà, on va construire une école refuge, ce sera 14 millions d'euros, on compte sur les entreprises. Oui. Ah ouais, 14 millions. 14 millions d'euros, il faut que les entreprises de Martinique se positionnent dessus. D'accord. Première retombée. Deuxième retombée, et on a eu plusieurs contacts productifs avec la fédération du bâtiment Martinique, c'est que pour pouvoir mettre en œuvre, pouvoir construire, utiliser et s'approprier toutes ces techniques nouvelles de construction, il faut des entreprises locales. Il faut des acteurs locaux. Et on leur offre la chance, au travers de l'expérimentation sur les 4 prototypes, on leur donne la chance de pouvoir nous accompagner avec des risques financiers nuls, puisqu'on paye, on porte le financement de cette affaire, avec des risques financiers nuls, et à l'issue de ces travaux, elles vont pouvoir engranger les nouvelles technologies, puisque les acteurs du bâtiment auront capté ce qui se fait en Haïti, auront capté ce qui se fait avec le bambou, auront capté ce qui se fait avec les briques. Ça va leur apporter une certaine connaissance, Ça va leur apporter un savoir-faire, et il faut absolument que nos entreprises puissent en bénéficier, s'insérer dans nos projets. Quand je parle d'école refuge, là aussi, on compte énormément sur les architectes de la Martinique, parce que toutes les communes, en particulier les communes littorales, ont besoin de ce type d'équipement. Alors, on a commencé par le Prêcheur, peut-être, mais à mon avis, chacune des communes, quelle est la commune qui n'a pas une école à reconstruire? Oui. Bien. En plus, placée près de la mer, je pense à Sainte-Anne, je pense à Trinité. Quelle est la commune qui n'a pas une école sur laquelle il faut faire des états? Alors, plutôt que d'aller construire dans des Algeco, dans des containers qu'on va climatiser, ce sont des sujets sur lesquels on pourra développer là aussi un savoir-faire. Très bien. Et ces maires qui peuvent être intéressés, Monsieur Emonide, ils doivent s'adresser à vous Je suis en permanence en liaison avec l'ensemble des maires de la Martinique. Des communes littorales de la Martinique. Littorales, oui. Il ne se passe pas une semaine sans que j'ai un contact avec un des maires pour échanger sur des problématiques littorales, que ce soit les problématiques de régularisation, effectivement, mais sur des problématiques d'aménagement, de risques naturels, d'aménagement de leur territoire, de viabilisation, etc. Ils sont réceptifs à tout ça, à toutes ces nouvelles idées? Alors non, mais bien sûr, ils sont réceptifs à toutes ces nouvelles idées, mais en plus, nos actions correspondent à des besoins réels de la population. Bien sûr. Il y a des quartiers en Martinique, comme je vous le disais tout à l'heure, où l'eau courante, telle qu'elle est conçue et normée, n'existe pas. Ça veut dire qu'on a tiré 3 km de tuyaux plastiques, et puis
on se partage l'eau, ce n'est pas une distribution d'eau publique. C'est ça. Pour des problématiques d'assainissement, alors qui sont renforcés par le fait que ce sont des habitations qui sont en zone littorale, où les rejets vont directement à la mer sans être traités. Très bien. Monsieur Hervé Moned, merci beaucoup d'avoir bien voulu venir nous donner toutes ces explications très intéressantes pour la Martinique, pour le prêcheur, bien sûr, puisque l'opération va commencer là. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence des 50 pas de Martinique. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation. À bientôt sur Zouk TV.